À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis en direct de mon bureau, qui est aussi ma chambre. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs d'entraînement que j'aurais aimé éviter faire au début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madeleine, je fais du sport de niveau depuis mes 11 ans. J'ai une première carrière en équipe de France de mes 12 à 17 ans. Et j'ai récemment réintégré l'équipe de France, mais cette fois en plongeon extrême, donc du plongeon à 20 mètres, à 24 ans. Quand j'ai repris le niveau en plongeon, j'étais pas du tout dans une structure sport-études comme j'étais en France, parce que j'habite en Espagne, donc je dois tout gérer moi-même. Donc même si j'ai un coach de plongeon, tout ce qui est autour, je dois gérer moi-même. Et quand j'ai commencé, même si j'avais déjà fait du sport de haut niveau quand j'étais petite, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc aujourd'hui, je vais les partager avec vous. Ces erreurs sont applicables à n'importe quel sport, pas juste à la gymnastique ou au plongeon. Donc si vous mettez au sport, que ce soit un niveau débutant ou au sport sérieusement, cette vidéo est pour vous. Allez, on plonge direct. La première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas prendre ma récupération assez au sérieux. Quand on commence le sport ou à vouloir monter d'un cran, augmenter son niveau, son rythme d'entraînement, on a souvent tendance à oublier la récupération. Moi, j'ai commencé le plongeon en tant que hobby et au bout de quelques mois, je me suis dit que je voulais reprendre les compétitions en plongeon extrême au niveau mondial. Et donc, je me suis mise à m'entraîner tous les jours. En parallèle, j'avais un emploi à plein temps en entreprise, donc 40 heures par semaine, plus 3-4 heures d'entraînement quotidienne de plongeon. Et le premier aspect de ma vie qui a pris un coup, c'était clairement le sommeil. En gros, mon rythme, c'était de me lever à 7 heures. De 7h30 à 9h, j'allais à la salle de sport pour ma préparation physique. De 9h30 à 18h30, je travaillais. De 19h à 21h, je m'entraînais à la piscine en plongeon. Je rentrais, je dînais et de 23h à 1h du matin, je me remettais à bosser. Donc, je me couchais à 1h du mat et je me réveillais à 7h et je dormais en moyenne 6 heures par nuit. Pour une personne normale, déjà 6 heures, c'est pas assez. Et quand en plus on s'entraîne 3 heures par jour, c'est clairement pas assez. Donc, le sommeil, c'est hyper important pour 2 raisons. Déjà pour le physique, si tu dors pas assez, tes muscles vont pas avoir le temps de récupérer et tu auras beaucoup plus de chances de te blesser, de freiner le développement de ta forme physique parce que en fait tu es en train de mettre une charge telle d'entraînement et tu donnes pas tant à ton corps de récupérer que finalement c'est contre-productif. Et mentalement, je pense que selon les sports, c'est plus ou moins mental. C'est vrai qu'en plongeon, on a des acrobaties qui demandent énormément d'énergie mentale. Et donc, c'est vrai qu'en étant fatiguée, je faisais beaucoup plus d'erreurs. J'avançais pas forcément aussi vite que je ne l'aurais pu en étant bien reposée mentalement. Donc déjà dans la récupération, vraiment le premier socle, la base de base, c'est le sommeil. Minimum 7 heures de sommeil par jour, voire 8 heures conseillées. Et en plus de ça, il y a pas mal d'autres petits éléments de récupération que vous pouvez venir ajouter à ça. Aller voir un kiné fréquemment. J'allais que voir le kiné quand j'avais vraiment hyper mal quelque part et c'était un peu tard. Maintenant, dès que j'ai un petit peu mal quelque part, je vais le voir. Et comme ça, on évite que ça aille trop loin et que je doive m'arrêter de m'entraîner. Une autre chose que moi j'aime beaucoup en termes de récupération, c'est les bains de contraste. Alors c'est pas toujours facile à trouver ou à avoir, c'est-à-dire faire entre 5 à 10 minutes dans un sauna ou un jacuzzi, voilà, un espace chaud, puis aller dans de l'eau assez froide entre, je sais pas, 5 à 10 degrés et rester 1 minute et faire cette espèce de circuit 3-4 fois. Moi, personnellement, ça m'aide vraiment pour la récupération de mes muscles et j'aime beaucoup faire ça, j'essaie de le faire 1 à 3 fois par semaine. Voilà. Un aspect surtout pour les gens raides, les gens qui font la course à pied, etc. S'étirer. Vraiment, s'étirer, ça peut vous éviter énormément de blessures. Et honnêtement, je le mets dans la récupération. On peut dire que ça fait partie de l'entraînement aussi, mais voilà. Ok, on passe à la deuxième erreur, la nutrition. Une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas manger en adéquation avec mon entraînement. Que ce soit de ne pas assez manger ou de ne pas assez bien manger. Il y a certaines personnes qui, quand elles commencent à augmenter leur rythme de sport, elles mangent comme avant, alors ça dépend un petit peu si on a des objectifs de perte de poids, etc. Mais si c'est pas le cas, il faut pas oublier que plus on fait de sport, plus on se dépense en termes de calories. Et donc, il faut re-remplir ces réservoirs qui ont été vidés, ces réservoirs énergétiques qui ont été vidés pendant votre pratique sportive, de façon à avoir assez d'énergie et de pouvoir récupérer. Je pense surtout aux gens qui font des sports cardio tels que la course à pied, la natation, etc. où on va dépenser beaucoup de calories. C'est vraiment important de bien se nourrir pour compenser cet effort. Et qui dit bien se nourrir dit les bonnes quantités, mais aussi en qualité. Donc essayez vraiment d'éviter tout ce qui est produits transformés,
essayez de consommer assez de protéines. En général, quand on est sportif, il faut consommer environ entre 1,5 à 2 grammes de protéines par kilogramme de ton poids. Donc si par exemple moi je pèse 65 kg, je dois essayer de consommer minimum 100 grammes de protéines par jour. Et je dis bien minimum. Et surtout, important de manger des protéines après le sport. Le corps rentre dans une phase où il est prêt à utiliser les nutriments pour construire du muscle et récupérer. Des exemples pour vous aider à consommer plus de protéines, ça peut être manger des œufs au petit-déj. Moi, tous les matins, je mange 3 œufs. Des aliments où on oublie un petit peu qu'il y a des protéines, c'est les graines de chia, très très riches en protéines. Il faut bien les manger déshydratées. Le cottage cheese, qui est une espèce de fromage comme ça qui n'a pas trop de goût, qui ressemble un peu au fromage blanc et qu'on peut mettre un peu partout. Fromage blanc et bien sûr tout ce qui est viande et poisson. C'est vrai qu'il y avait un moment dans ma vie où j'avais arrêté de consommer de la viande et du poisson chez moi et j'en mangeais qu'au restaurant. Et depuis que j'ai repris le sport de niveau, j'arrivais pas au seuil de protéines qu'il fallait et du coup j'ai repris la consommation de viande. Surtout poulet, œufs et etc. Voilà, je pense que la nutrition varie énormément selon votre sport et selon votre métabolisme et selon votre style de vie. Mais voilà, en tout cas, prenez bien ça en compte. C'est hyper important, comme le sommeil, de bien s'alimenter pour essayer d'avoir le plus d'énergie possible au long de toute la journée et surtout quand vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire pendant vos entraînements. Erreur numéro 3, ne pas faire des exercices de prévention de blessures. Dans chaque sport, il y a des zones du corps qui prennent plus d'impact ou qui sont plus sollicitées et donc il y a des types de blessures qui vont être très fréquents chez les personnes qui pratiquent ce genre de sport. Donc idéalement, il faut essayer un petit peu de se renseigner que ce soit sur internet ou avec des médecins, des kinés, etc. Quels sont ce type de blessures pour essayer de renforcer ces zones avant qu'elles arrivent. On connaît tous ce coureur qui a commencé à aller à la salle de sport après s'être blessé. Moi, dans mon sport, étant donné qu'on arrive à 80 km/h dans l'eau, l'impact est hyper violent et donc c'est le dos, les genoux et surtout les adducteurs, les jambes peuvent se séparer à l'entrée dans l'eau. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir des petites blessures dans ces zones-là et donc j'ai direct enchaîné sur des exos de renfort, que ce soit en demandant aux athlètes plus avancés ou pros dans mon domaine, mon coach et mon kiné, etc., ce que je pourrais faire pour renforcer avant qu'une blessure plus grave arrive. Et vraiment, croyez-moi, on n'est pas des super-héros et si vous faites pas les bons exercices, vous finirez par vous blesser. Donc, vaut mieux prendre 10, 20 minutes, 30 minutes par jour ou par séance pour faire ces petits exos que devoir s'arrêter une semaine, un mois, un an parce que vous avez eu la flemme de les faire. Donc voilà, renseignez-vous quels sont les bons exercices pour votre sport. Erreur numéro 4. Uniquement se concentrer sur la performance physique et laisser le mental de côté. On commence à vouloir beaucoup s'entraîner, on essaie un peu de devenir une machine physique et on place tous nos efforts sur l'entraînement physique. Et on a tendance à oublier à quel point le mental dans le sport est important. Que ce soit la gestion du stress, la visualisation, la concentration, la gestion de l'échec, etc. La résilience mentale est essentielle dans le sport de haut niveau pour aller loin. Pour travailler là-dessus, j'ai 3 conseils. Déjà, essayez de se rendre compte de ces schémas de pensée. Par exemple, si vous êtes stressé ou si vous avez une course ou une compétition, pourquoi est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de ne pas atteindre vos propres objectifs ou est-ce que c'est le regard des autres, etc. Donc un peu voilà, faire une introspective et surtout remarquer ce type de comportement. Ensuite, travailler sur des techniques un peu mentales et psychologiques. Par exemple, faire de la méditation, apprendre des techniques de visualisation. Moi, j'ai beaucoup fait ça en gymnastique ou en plongeon, que ce soit pour visualiser mes figures acrobatiques et vraiment les imprimer dans mon cerveau, mais aussi pour la gestion du stress en compétition. Je me visualise sur la plateforme Red Bull avec 50 000 personnes qui crient, qui m'applaudissent, etc. J'essaie de vraiment ressentir les sensations que j'aurais dans cette situation réelle. J'entraîne à me calmer et à me reconcentrer pour faire mes plongeons. Et en fait, ça, c'est aussi un entraînement mental. Et le jour où la compète arrive, mon cerveau l'aura fait plusieurs fois comme ma figure et donc saura comment réagir. Et troisièmement, vraiment vous écouter. Il y a des jours, on a la flemme d'aller en entraînement, etc. Voilà, si c'est juste de la flemme, on peut essayer d'ignorer notre mental et de quand même s'entraîner. Mais voilà, si c'est un mal-être profond ou si vous voyez que sur une longue période, vous n'avez pas envie d'aller à l'entraînement ou voilà, il y a des choses qui vont pas forcément, écoutez-vous, ignorez pas parce que le problème va se manifester d'autres façons. Par exemple, votre corps va trouver une façon de se blesser
pour que vous arrêtiez et que vous vous posiez. Donc voilà, très important de s'écouter. C'est vrai que ce côté-là mental dans un sport comme le mien qui est très dangereux est crucial. Enfin, c'est vraiment presque plus que le physique. Parce que si on n'est pas bien mentalement et pas bien entraîné mentalement, il n'y a aucun moyen qu'on performe en compétition et on peut même se faire très mal. Et enfin, l'erreur numéro 5, ça c'est une des plus importantes mais aussi une des plus difficiles à ne pas faire, c'est ne pas se comparer. Alors s'inspirer d'athlètes, de techniques, etc., ça super. Comparer vraiment de manière égale, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, aucun de nous a le même passé, les mêmes outils, les mêmes corps, la même histoire. Et en fait, en sport, c'est très facile de se comparer parce qu'il y a des temps, il y a des classements, il y a des scores, etc. Donc, c'est très, très concret. Finalement, la compétition, c'est de la comparaison directe. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je suis arrivée dans le plongeon très, très tardivement. J'ai commencé le plongeon à 22 ans, alors que la plupart de mes compétitrices ont commencé à 6 ans. Donc, de toute façon, j'ai un train de retard. Donc ça, je le sais. Et si je me compare en permanence, en fait, ça me mine le moral. Donc moi, j'essaie vraiment de ne pas me comparer, de me dire qu'on a chacune notre trajectoire. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a permis d'arriver au niveau mondial en me disant, voilà, moi j'ai mes bagages, c'est pas les mêmes que mes compétitrices, mais je pense que mon bagage en gymnastique, d'une carrière de niveau, etc. va pouvoir m'aider. Je vais écrire mon histoire qui n'est pas l'histoire des autres. Et grâce à ça, j'ai réussi en 3 ans à arriver à atteindre le niveau mondial par un chemin qui était vraiment propre à moi. Et donc c'est vrai que moi j'essaie vraiment plus de me concentrer sur une obligation de moyens plutôt que sur des résultats. Donc voilà, si vous commencez la course à pied avec un pote et qu'il ou elle va beaucoup plus vite que vous, ne vous démotivez pas. Chacun ses objectifs, chacun son corps, chacun sa vie. Si on se compare en permanence, en se prouvant et en se disant qu'on est moins fort que les autres et qu'on est nul, ça c'est quasiment du self-sabotage, qu'on dit en anglais, et c'est pas du tout productif. Voilà, j'ai fait plein d'autres erreurs, mais je pense que ça c'est les 5 qui étaient le plus importants et dont vous pouvez vous en servir quel que soit le sport. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport au sport ou au sport de haut niveau. Et rendez-vous sur la prochaine vidéo.